bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence qui traite d'un sujet essentiel, le cancer du sein et le travail. Et on a vu avec le nombre de gens qui se sont inscrits qu'il y allait avoir beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur l'onglet questions et nous les remonterons à nos orateurs. Donc, l'adage populaire dit que le travail, c'est la santé. Alors justement, comment faire face au travail quand la santé nous fait défaut et parfois la santé prime sur le travail et il faut repenser sa façon de travailler. C'est ce que de nombreuses femmes atteintes de cancer doivent faire avec parfois une remise en question de leur vie professionnelle. Donc, comment concilier le travail, la récupération, l'emploi et trouver à la fois les ressources pour se faire accompagner. C'est justement ce que ce soir, nos experts vont nous aider à échanger et à travailler ensemble. Donc, pour cela, nous sommes accompagnés du professeur Anne-Vincent Salomon. Bonsoir, professeur. Vous êtes présidente de l'IHU Cancer des femmes à l'Institut Curie. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Du docteur Evelyne Renaud-Tessier, qui est chef de l'unité thérapeutique du patient en cancérologie à l'Institut Curie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et du professeur Tourette-Turgis. Bonsoir, professeur Tourette-Turgis. Vous êtes fondatrice de l'Université des patients Sorbonne, à l'Université Sorbonne. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et enfin, Edith Desmarais. Bonsoir, Edith. Donc, vous êtes patiente partenaire. Vous nous expliquerez justement comment vous avez été intégrée au groupe de travail de Curie qui avait répondu et qui a été lauréat d'un appel à projet sur cette thématique du travail et cancer de l'INCa. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour témoigner justement de l'expérience patient. Et Anne Mergougnou, qui est notre hôte, puisqu'elle est directrice de Odyssea, organisateur de cette webconférence. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Donc, avant de commencer, très vite, je vais laisser la parole au professeur Anne-Vincent Salomon, qui est présidente donc de l'IHU et qui va nous expliquer ce qu'est l'IHU Cancer des femmes et en quoi cette IHU est impliquée dans le travail, la thématique du travail et du cancer. Merci beaucoup, Oriane, et bonsoir à toutes. Donc, effectivement, un IHU, qu'est-ce que c'est? C'est un institut hospitalo-universitaire qui sont en fait des labels d'excellence que le gouvernement donne sur un dossier qui est présenté par des équipes. Et le nôtre, il portait sur les cancers des femmes. C'est cofondé donc par l'Institut Curie, l'Université Paris Sciences Lettres et l'INSERM. L'INSERM, c'est l'organisme de recherche médicale en France. Et puis, l'Université Paris Sciences Lettres, c'est une université qui rassemble de nombreuses écoles et universités, certaines grandes écoles comme l'École des Mines, l'École normale supérieure, l'École supérieure de physique et chimie et l'Université Paris-Dauphine en économie. Notre mission, c'est mieux comprendre les cancers des femmes, non seulement cancer du sein, mais tous les cancers gynéco, mieux comprendre la biologie pour mieux soigner et mieux prévenir. Et une des thématiques de notre recherche va porter sur les recherches en sciences humaines et sociales. Et un des sujets qui nous a paru super important de considérer et pour lequel on souhaite approfondir les recherches, c'est autour de la thématique travail. Pourquoi? Parce que de plus en plus de femmes atteintes de cancer des femmes, cancer du sein ou cancer gynéco, sont également, bien sûr, des femmes qui travaillent. Et comment faire pour comprendre comment accompagner les patientes au mieux, faire en sorte que la reprise du travail soit possible, que cette expérience de la maladie soit transformée en expérience positive. On veut accompagner des recherches en profondeur, mais également synergiser, mettre de la synergie entre les recherches existantes et les actions existantes de Curie, mais également d'autres hôpitaux, parce que l'idée de l'IHU des cancers des femmes, c'est de faire progresser cette connaissance autour des cancers des femmes pour que ça bénéficie au plus grand nombre et donc que ça ne reste pas seulement
autour de nous, mais que ça que ça inspire les autres, que ça donne des idées et que ça puisse transformer réellement le vécu des maladies cancer des femmes. Donc, c'est un projet qui a été labellisé par le gouvernement. On nous a donné beaucoup d'argent public au moment où les budgets et l'argent public va être de plus en plus réduit. On est très heureux d'avoir reçu cet énorme soutien du projet France 2030 du gouvernement. Et maintenant, on a inauguré l'IHU et le lancement du projet en juin 2024, donc c'est tout récent. Et on vise à amplifier, améliorer, faciliter les recherches autour de la thématique. Donc, ce soir, vous allez pouvoir discuter et écouter des grandes spécialistes. C'est une vraie chance. On a co-construit notre projet avec toutes sortes de médecins de toutes sortes de spécialités, avec des patientes et des associations de patientes et avec des soignants, infirmiers, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut être, une initiative fédérative et que l'on ait un véritable effet de levier pour améliorer le vécu de cette maladie cancer pour toutes les femmes atteintes. Et là, ce soir, en particulier pour celles qui travaillent. Donc, à vous, Oriane, et pour passer la parole à notre autres participantes. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le docteur René Tessier. Donc, docteur René Tessier, il y a beaucoup de femmes, pour beaucoup de femmes, cette maladie s'accompagne non seulement donc de défis médicaux, mais aussi de remise en question de leur vie professionnelle. On va voir ensemble comment concilier traitement, récupération, emploi, etc. Ma première question, c'est pourquoi et comment un CLCC, c'est-à-dire un centre de lutte contre le cancer, s'investit-il sur le sujet? En fait, de façon un peu provocatrice, naïve, on a un peu tendance à se dire, les médecins, ils vont soigner le cancer. Est-ce que finalement, le travail ne fait-il pas partie du soin? Et oui, donc d'abord, les équipes et les centres de soins spécialisés sur le cancer sont sollicités par les patients et leurs problématiques. Donc, du coup, c'est quelque chose qui nous est remonté. Et ensuite, on a à cœur d'accompagner la vie des patients, leur vie et leur vie professionnelle. Et en fait, la démarche a été de se dire, en fait, on sentait bien qu'il fallait s'en occuper assez tôt. Les traitements des cancers sont très longs. On a une longue histoire aussi d'équipes de soins de support, d'un département de soins de support pour épauler tous les symptômes et les contrôler au mieux pour améliorer la qualité de vie. Et on était confrontés à ce chiffre de 20% des personnes vont perdre leur emploi dans les 5 ans et celles qui vont le garder vont en plus le changer et ne pas forcément être en situation très facile. Donc, en fait, notre réflexion, ça a été de dire quelle place nous, on peut prendre. C'était effectivement de considérer que ça fait partie d'un projet de rétablissement de l'après-cancer, sachant qu'il y a toute une zone dite d'après-cancer, en fait, d'après les traitements spécifiques, il y a toute cette zone du traitement préventif, de la récidive qui pose des tas de problèmes. Et puis, il y a aussi des maladies chroniques qui durent, qui sont des maladies métastatiques, où la maladie du cancer du sein va durer parce qu'elle s'est localisée dans d'autres organes, avec une durée de vie très longue, de plusieurs années, où les gens continuent leur vie. Donc, il était normal qu'on s'y intéresse et qu'on améliore nos pratiques pour être en coordination avec les autres acteurs. Merci beaucoup. À quel moment, en fait, d'un parcours, est-ce que vous voulez qu'on vous mette slide ou pas? Oui, c'est comme vous voulez. J'avais préparé effectivement quelques supports éventuels. On peut faire comme ça et puis on peut discuter un peu en même temps. De cette réflexion, on a rencontré les acteurs de santé au travail et c'est ça qui nous a mis un peu en lien. Effectivement, on a commencé à mieux s'organiser, en fait, à mieux prendre en compte aussi ce qu'on pouvait faire. La réflexion, c'était celle-ci, comme on disait à l'instant, c'est que c'est une vraie complexité, un carrefour du domaine de la santé, du domaine du travail et puis de la protection sociale. Et tout ce petit monde-là ne se parle pas. Et donc, on s'est dit, on a à prendre notre part dans cette coordination, dans cette situation.
l'HAS, la Haute Autorité de Santé, dit même que c'est aussi un parcours, un processus d'accompagnement des personnes qui présentent un problème de santé et qui ont des retentissements dans leur capacité au travail. Et donc, c'est la mise en œuvre de tout ce qu'on peut faire pour maintenir durablement, ça va être un élément qu'on va sûrement rediscuter un peu plus tard. Donc, la reprise du travail, oui, mais la reprise durable du travail va aussi nécessiter, là aussi, une évaluation de soins, des propositions de soins, une articulation avec le parcours de soins. Donc, on a encore notre part à faire dans ce contexte-là. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne maintenant sur… Oui, alors, en fait, là, on était parti avec le docteur Renaud Tissier de se dire, en fait, il y a 20% des femmes qui vont rencontrer des difficultés à retourner à l'emploi et après rémission, et on se demandait quels étaient les cas qui pouvaient aggraver justement tout ce qui était réinsertion professionnelle. Et oui, donc en fait, il y a beaucoup de facteurs de vulnérabilité ou de facteurs qui vont contribuer à la désinsertion professionnelle et qui sont directement liés à la maladie, à ces traitements. C'est tout ce qui va être un peu l'environnement personnel, si on n'est pas beaucoup accompagné, si on a déjà un statut financier qui est précarisé, c'est aussi une perte financière, la perte de l'emploi qui va être importante à anticiper. Ensuite le statut médical, et donc on voit, donc ça je vous ai mis là les petits indicateurs d'une grande étude qui a été faite qui s'appelle Canto sur la vie après le cancer, enfin, en tout cas après la période spécifique du traitement du cancer. Donc le type de traitement et en particulier les chimiothérapies vont être des facteurs importants en raison d'une part de la nécessité de s'arrêter longtemps parce que le temps de chimiothérapie en particulier va avoir beaucoup d'effets secondaires, la perte des cheveux qui est très discriminante, et puis la fatigue et les différents besoins d'aller-retour à l'hôpital. Donc la durée d'arrêt de travail va être assez longue, ce qui est aussi un facteur de désinsertion. C'est aussi les facteurs liés au travail. Si on a un travail manuel, si on n'a pas beaucoup d'entourage, si on est assez isolé dans le milieu du travail, tout ça, c'est des facteurs qui vont concourir à aggraver la désinsertion. S'il n'y a pas beaucoup de flexibilité possible, si on ne peut pas adapter son travail avec des temps de récupération, s'il n'y a pas cette souplesse, c'est des choses qui vont aussi aggraver les choses. Et puis, c'est tous les symptômes, en particulier les retentissements sur le moral. Donc là, sur la diapo, c'est un peu court de dire les problèmes dépressifs, mais c'est aussi tout le vécu, l'impact d'avoir une maladie cancéreuse ou d'avoir une maladie cancéreuse, c'est un traumatisme en soi. Et donc, ça prend du temps aussi de se rétablir après un tel passage. Et puis après, ça va être tous les symptômes. Voilà, je ne vais pas les détailler, mais on pourra y revenir s'il y a des questions. Donc, j'ai mis un peu à droite les symptômes précoces dans le temps des traitements. La chirurgie peut occasionner des douleurs qui vont durer dans le temps, qui sont très particulières dans le cancer du sein, qu'on appelle des névralgies brachio-thoraciques, qui vont toucher du côté du sein des douleurs à type de brûlures très particulières, qui sont parfois sous-estimées et qui vont nécessiter une prise en charge importante. Mais c'est tout un tas de symptômes, la perte des cheveux, les troubles musculo-squelettiques, des choses qui vont, voilà, les douleurs, la fatigue, qui vont aussi durer dans le temps et qui vont nécessiter des soins de support. C'est la petite image à gauche, ces petites pilles bleues qui seraient les soins de support coordonnés qui vont s'articuler tout au long du parcours et bien après aussi l'année de traitement spécifique. Et alors, vous, au sein du groupe de travail et plus généralement de Curie, comment vous avez réfléchi et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour accompagner les femmes dans ce parcours? Dans ce parcours. Donc, c'est effectivement, on a commencé déjà par rencontrer un service de santé au travail qui était venu nous contacter en nous disant, nous, on est médecins du travail et puis on ne sait pas exactement les problématiques précises. Alors, quand on voit tous ces symptômes, en fait, on ne les connaît pas avec précision, on ne sait pas, donc c'est difficile pour nous parfois de bien orienter les patientes. Et puis, nous, on s'est rendu compte qu'on connaissait finalement pas si bien que ça les dispositifs d'accompagnement qui existent et que l'autre constat, c'était aussi qu'on avait du mal à orienter sur les associations qui proposent
coaching, d'accompagnement. Donc, c'est tout ça qui nous a fait réfléchir et c'est pour ça qu'on a postulé à cet appel à projet il y a 2 ans. Et que vous allez l'entendre après, nous avons eu la chance de travailler avec Edith Desmarais, qui est patiente partenaire, pour créer ces documents. Elle va vous les présenter un petit peu plus, donc une brochure un peu spécialisée pour les patients, mais aussi vers les médecins du travail. Donc ça, c'était un peu des outils. Et puis surtout, on a renforcé notre spécificité, qui est un programme d'éducation thérapeutique auquel on tient beaucoup parce qu'il a des résultats intéressants et puis il est très tôt dans le parcours de soins. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quand on arrive un peu en fin de droit et qu'on est obligé de reprendre le travail parce qu'on n'a plus de protection sociale, souvent c'est ça qui fait un peu cette reprise subie et qui pose beaucoup de problèmes. Donc on s'est dit qu'avec un programme d'éducation thérapeutique dans le temps des traitements, peut permettre aux personnes déjà d'imaginer, c'est en 3 ateliers, d'imaginer sa reprise ou pas, parce que c'est aussi des transformations de vie, c'est aussi des changements, alors on parle beaucoup des symptômes et des pertes de capacité, mais il y a aussi des gains. On s'aperçoit dans ces ateliers que les personnes redécouvrent ou découvrent qu'elles ont aussi acquis un certain nombre de compétences en termes de résilience, en termes de patience, en termes de prise de distance. Ensuite, elles ont un atelier pour réfléchir à anticiper leur reprise, la même, pas la même, reconversion, comment je fais, qui je vais voir. Donc, c'est des ateliers en groupe avec beaucoup d'échanges qui permet au sein de l'Institut. Et puis, le dernier atelier qui est beaucoup plus centré sur le pratico-pratique et co-animé grâce à un partenariat avec la CRAMIF, qui est la Caisse d'assurance maladie spécialisée d'assistants sociaux et qui amène beaucoup d'outils et de connaissances techniques sur les choses qui peuvent être faites. Donc, on voit que ces parcours-là sont assez demandés, on les a renforcés et effectivement, et ça s'articule avec les autres propositions associatives ou d'autres propositions, mais on sent qu'il y a quand même une place intéressante que ce soit au cœur du dispositif de traitement. Alors justement, on a déjà une première question. Qui peut participer, bénéficier de cette éducation thérapeutique patient en 3 étapes? Donc du coup, ce sont tous nos patients qui sont à l'Institut Curie, quelle que soit leur situation. Il se trouve que Unicancer est la fédération de tous les centres de lutte contre le cancer sur le plan national et il y a d'autres établissements qui ont commencé cette dynamique. Donc il y a 7 programmes d'éducation thérapeutique cancer et travail, donc vie professionnelle. On s'est maintien et reprise parce qu'on peut aussi discuter sur cette année de traitement. Il y a certaines situations où il y a des gens qui ont envie, besoin d'avoir des petits temps de travail. On voit des gens qui sont hospitalisés à domicile et qui sont en télétravail. C'est aussi des statuts un peu impensés à l'heure actuelle. Donc il y a des situations un peu nouvelles. Donc, tout ça pour dire que les programmes commencent à se mettre en place. Donc, 7 établissements ont commencé à avoir cette thématique-là. Donc, pour l'instant, ils sont réservés aux patients suivis dans le centre parce que c'est aussi le caractère thérapeutique. Donc, on est quand même très en lien avec leur parcours. Les gens n'ont pas le même parcours de soins, pas le même parcours thérapeutique. Il y a aussi des ajustements à faire par rapport à ça. Merci beaucoup. Et alors, du coup, si on n'est pas soigné à Curie, où peut-on trouver Voilà, donc c'est une des difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est difficile à articuler. Donc moi, je vous ai juste là résumé ce qui existe en termes de dispositifs et même de dispositifs de services publics. Donc on voit au service, la CRAMIF, le service social de l'assurance maladie, Cap Emploi, des parcours, même des choses qui sont faites par le ministère du Travail. Il y a bien sûr tous les services de santé au travail, différentes organismes de conseil, et je vais laisser Edith parler des ressources associatives. La difficulté, c'est coordonner en fait et de trouver le chemin pour voir où est-ce qu'on... d'abord la connaissance et de voir qu'est-ce qui est utile pour soi dans son parcours. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Renaud Tessier. Je peux faire... Ah non,
Non, c'était pour conclure un petit peu, enfin en tout cas pour résumer l'importance de parler tôt, d'être assez tôt dans le parcours pour pas se trouver confronté, de se coordonner, comme je le disais, d'utiliser les outils législatifs et associatifs, les différents dispositifs. Et en fait, on a vraiment cette idée d'assurer une forme de prévention pour lutter contre cette désinsertion professionnelle spécifique à la maladie cancéreuse et de s'axer sur le parcours de rétablissement, considérant que la vie professionnelle fait bien partie intégrante du parcours de rétablissement lorsqu'on a été touché par le cancer. Merci beaucoup. Alors, juste parce qu'il y a beaucoup de questions, pourquoi on parle du sein? Parce que la thématique, c'était cancer du sein et travail. Alors, on va quand même répondre. Docteur Tessier, est-ce que ces formations ne sont que pour les femmes atteintes de cancer du sein ou pour... Voilà, elles sont pour tout le monde. Il se trouve que c'est quand même majoritairement des femmes, mais ça, c'est c'est comme tous les programmes d'éducation thérapeutique, c'est beaucoup les femmes aujourd'hui qui s'inscrivent. C'est pas du tout réservé à une pathologie, puisque la problématique peut se rencontrer dans d'autres pathologies. Et on a appris avec Edith, qui a ouvert a expérimenté un café de l'emploi et que ça attirait des personnes qui justement ne rentraient pas dans ces circuits éducatif parce que c'était plus informel et c'était un moyen plus ouvert de rencontrer des personnes qui ont des besoins, qui n'osaient pas trouver la bonne porte. Donc, c'est une belle expérience de ce café de l'emploi qui permettait d'avoir une offre très ouverte et informelle pour justement attraper une ficelle pour accéder à différentes ressources. Bon, alors, on a beaucoup de questions. Alors, par avance, je m'excuse pour tous les gens auxquels on ne va pas pouvoir répondre à leurs questions. Il y avait des questions par rapport à partir de quand peut-on reprendre le travail? Est-ce qu'il existe une réponse à ça? Bah non, si ça serait simple. Et d'ailleurs, c'est une réflexion qu'on mène. Alors, ça, c'était l'axe patient, mais dans notre projet, on a aussi un axe professionnel. C'est-à-dire que notre idée est aussi d'améliorer notre manière de prescrire les arrêts de travail, notre manière de diffuser l'information, de mieux connaître les dispositifs. Et justement, qu'est-ce qui conditionne le retour ou la reprise ou le maintien? C'est aussi la personne elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard. Par exemple, la sécurité sociale a des préconisations lorsque vous avez une entorse ou lorsque vous avez certaines problématiques, il y a des préconisations de durée d'arrêt de travail. C'est pas du tout le cas dans le cancer parce que les situations sont très singulières. Donc, c'est vraiment l'idée de discuter, d'apprendre à discuter aussi avec la personne sur la situation médicale, qu'est-ce qui peut se passer, ses préoccupations et d'être vraiment dans un mouvement partagé et surtout très progressif. C'est pas le on-off, mais d'avoir vraiment des dispositifs d'accompagnement progressif et discuter, partager entre les équipes médicales, le médecin traitant, le patient et puis l'entreprise. Alors justement, parlant d'entreprise et de médecine du travail, qui c'est pas tout à fait l'entreprise, mais on nous disait sur le chat que les gens avaient l'impression que certains médecins du travail n'étaient pas suffisamment informés. Est-ce que la brochure dont vous avez parlé, elle peut être, par exemple, transmise, apportée par la patiente au cours de la consultation de reprise? Donc ça peut être des choses pour... C'est ça, c'est notre projet effectivement d'améliorer ça, c'est-à-dire d'abord on a passé du temps avec un gros service inter-entreprise de santé au travail pour justement, parce que c'était leur demande, ils s'en rendent compte, hein, donc c'était aussi de donner les effets secondaires attendus, ce qu'on appelle le chemobrain, qui sont liés à la chimiothérapie, qui donnent aussi un brouillard cognitif qui va évoluer, qui va progresser, mais il faut en tenir compte, la fatigabilité, la charge en soins, etc. Donc tout ça, ils étaient pas forcément, et les patients ne l'expriment pas forcément très facilement. Donc, c'est bien de dire le médecin traitant le médecin du travail, est un allié, peut être sollicité à la demande du salarié. Hein, donc, c'est vraiment d'anticiper. Et puis, c'est l'idée de ce dispositif navette qui n'est pas encore tout à fait très opérationnel, c'est encore en expérimentation, mais c'est tout à fait l'idée d'avoir effectivement une transmission qui passe par les patients pour justement alimenter ces discussions, préparer l'adaptation du poste de travail et surtout avoir ce continuum parce que les choses vont être progressives.
Alors, on a plusieurs questions aussi par rapport à des traitements spécifiques comme les hormonothérapies avec certains effets indésirables qui peuvent engendrer. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur la reprise du travail quand on est sous hormonaux? En plus, c'est des traitements qui vont durer longtemps. Voilà, est-ce que vous avez des conseils? Les préconisations, oui, l'élément principal, ce sont les douleurs articulaires et musculaires qui parfois nécessitent un traitement spécialisé. Là, les entreprises sont relativement outillées avec la prise en charge des troubles musculo-squelettiques pour d'autres raisons. Donc, du coup, les dispositifs vont être relativement superposables, mais encore faut-il les enclencher. Et parfois, ils font pas le lien. Et ça demande, voilà, ça demande aussi une autre vision, un autre regard. C'est pourquoi aussi dans notre projet, on veut continuer à avoir un format peut-être type MOOC pour les médecins du travail, pour aussi, et peut-être pour les managers, pour améliorer cette représentation. Ces femmes sont souvent considérées, elles rentrent, ah bah c'est fini, elles sont guéries. Ah oui, elles sont guéries, mais elles ont encore un traitement qui occasionne un certain nombre d'effets secondaires, et puis elles sont dans le traumatisme du post-cancer. Donc c'est pas tout à fait fini en termes de symptômes. Mais on a besoin de travailler dans les représentations des managers, des collaborateurs qui vont les entourer, et aussi dans la vision et la spécificité des médecins du travail qui le demandent. Donc on continue à travailler justement pour faire ces ponts-là, et probablement par l'intermédiaire de formations, de sensibilisation, de MOOC peut-être. Alors, au vu des commentaires, je pense que le MOOC sera vraiment, pour les managers et les RH, sera vraiment d'une grande utilité, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que les RH ne sont pas forcément informés et puis ne connaissent pas, on ne sait pas ce que les patientes traversent. Alors, je prends juste 2 dernières questions avant de passer aux autres intervenants. Il y a des questions d'ordre un peu juridique, démarche administrative. Par exemple, alors je vais vous les pouler, est-ce qu'un employeur a le droit de refuser un temps partiel thérapeutique? Comment ça se passe en fait, un temps partiel thérapeutique justement, qui l'accorde? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Est-ce qu'il va le prendre en charge, etc. Alors là aussi, il y a un peu de formation auprès des médecins, ça s'améliore, hein, médecin traitant également. En fait, c'est l'arrêt de travail, donc c'est de rédiger un arrêt de travail pour demander un temps thérapeutique partiel. Donc c'est pas forcément un mi-temps, c'est un temps thérapeutique partiel. L'employeur, par contre, on peut pas donner. C'est l'employeur qui décide de la flexibilité. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui, en fonction du poste, en lien avec le médecin du travail d'ailleurs, va faire une proposition. Donc c'est là où il va y avoir des interactions avec le médecin du travail pour adapter le poste. Donc en fait, on rédige un arrêt de travail de temps partiel, puis ça ouvre les discussions avec la médecine du travail et l'employeur pour négocier en quelque sorte le type de temps partiel, donc des demi-journées, un jour sur 2, du télétravail. Par contre, les médecins peuvent remplir des certificats pour orienter, sans donner la pathologie, bien sûr, hein, pour respecter, si c'est pour l'employeur, mais pour faire des préconisations. Par exemple, on sait que dans les douleurs articulaires, c'est important de fractionner. Donc, du coup, il vaut mieux préconiser peut-être des journées plus courtes, du télétravail pour éviter les transports. Donc ça, on peut, à la demande, faire des certificats pour essayer d'orienter le médecin du travail et l'employeur dans la proposition. Merci beaucoup, docteur Anotessier. Vous restez avec nous, hein, parce qu'il y aura des questions. Donc, on va passer au professeur Tourette-Purgis. Professeur Tourette-Purgis, il y a 15% des femmes en rémission qui vont être amenées à se réorienter ou obligées ou de façon volontaire. Vous avez réfléchi justement sur un bilan de compétences sur lequel vous êtes en train de travailler. Et voilà, on aimerait bien savoir plus de bilan de compétences, s'il vous plaît. Oui. Donc, je vais résumer un petit peu comment je suis arrivée au bilan de compétences. Je suis arrivée en fait avec donc des expériences où je me disais il manque encore quelque chose. Donc, l'expérience d'avoir travaillé dans les consultations de surveillance où là j'entendais docteur, je suis guérie, j'ai perdu un sein, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu aussi mon mari comme conséquence des 2 autres, à quoi ça me sert. J'entendais des choses comme ils m'ont pas vu partir, ils ne verront pas revenir.
donc le travail, donc ça. J'ai aussi monté des cafés du rétablissement, donc à la fin des traitements, où là, dans des groupes de counseling, de parole, sur 8 ateliers de 3 heures, on accompagnait en fait chaque dimension du rétablissement. Tout à l'heure, ça a été dit par Evelyne, c'est-à-dire il ne suffit pas d'être déclaré guéri pour être rétabli, c'est-à-dire il y a la dimension médicale qui peut être mieux, mais il y a la dimension économique, il y a la dimension du travail, il y a la dimension existentielle, il y a des dimensions couple, etc. Donc ça, je crois que c'est important aussi de voir que le rétablissement il est multidimensionnel. Bien évidemment, il y a aussi l'université des patients et le fait que j'ai travaillé dans les antennes cancer et travail, notamment chez Sanofi, grâce à une patiente salariée. Et donc l'idée, c'était, c'est mieux si c'est des salariés directement concernés qui font de l'écoute et de l'accompagnement auprès de d'autres salariés. Donc ça aussi, c'est en fait le modèle de la paire aidance. Et à un moment, je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'il y a un dispositif de droit commun? Parce que j'avais déjà fait beaucoup ça dans la lutte contre le sida, la lutte des femmes, etc., où je suis très, très passionnée par l'amélioration ce qu'on appelle les politiques publiques ou les dispositifs de droit commun. Et donc je me suis dit, et finalement, je voyais en plus qu'il y avait un nouveau marché, pas au sens agréable d'ailleurs du terme, de bilan de compétences pour les seniors, les HPI, la dépression, le burn-out. Je me disais, tiens, il y avait des start-up. Je me dis, mais est-ce que ça vaudrait le coup de prendre ce dispositif de droit commun, auquel tout le monde peut avoir accès, et voir si on peut l'améliorer, le transformer, voir justement ce projet, créer un bilan de compétences sensible aux épreuves de santé, en commençant par le cancer. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypothèse, le postulat, c'est le cancer, ça désoriente. Ça désoriente au niveau professionnel. Ça désoriente déjà une vie, ce que le cancer fait à une vie. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et qui seront encore à redire ce soir, mais au niveau professionnel, ça désoriente, c'est-à-dire on peut dire, tiens, on veut plus de moi. Tiens, je suis rentrée, on avait changé mon bureau, je suis dans un placard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une désorientation. C'est-à-dire la personne est désorientée, mais moi je travaille beaucoup sur le plan politique, c'est-à-dire c'est aussi le monde du travail qui est désorienté par rapport à la personne. Et la société qui est totalement désorientée, c'est-à-dire c'est important ça aussi de voir qu'il faut pas tout faire peser sur les épaules de la personne, c'est-à-dire que c'est tout un écosystème qu'il va falloir changer et rapidement. Et donc un bilan de compétences, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on a une motivation à reprendre le travail? Donc on a regardé des études. Alors évidemment on parle de la motivation économique, ça c'est évident, mais il y a aussi d'autres. Il y a une motivation pour avoir l'impression d'un retour à la normalité. Il y a une motivation pour avoir l'impression de retrouver du pouvoir d'agir. Il y a une motivation parce qu'on aimait ce qu'on faisait. Il y a une motivation parce que ce qu'on fait partie de notre identité, les rôles sociaux, les rôles professionnels. Donc déjà, il y a à réfléchir là-dessus. Et l'idée, c'était de travailler avec donc des centres de bilan de compétences et leur dire comment vous travaillez avec ça. Et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de spécialité dans le cancer, quelques-unes, mais très, 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 très peu, mais au niveau national, c'est-à-dire il n'y avait pas, il y a 60 000, 80 000, presque 100 000 bilans de compétences par an. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se fait? Quelles étaient les recherches? La littérature? Et on s'est aperçu que dans les bilans de compétences, il y a plusieurs modèles. Mais par exemple, le modèle qui va correspondre le mieux, et donc ça va être le modèle fondé sur les transitions, c'est-à-dire un modèle qui dit, tiens, le cancer, choc de carrière. C'est-à-dire des modèles qui posent que, en fait, peut-être que c'est pas un développement linéaire, une profession. C'est d'autant moins d'ailleurs que dans le monde du travail à l'heure actuelle, le développement linéaire, non, on dépend de la mondialisation, on dépend de vagues de licenciements, c'est volatile. Donc déjà, adapter aussi un modèle d'accompagnement pour qu'une personne puisse se repositionner par rapport à son projet et introduire des outils, voire modifier des outils. Par exemple, les bilans de compétences, il y avait des modèles qui sont fondés sur le projet, le devenir, etc.
Oui, mais ce qu'on sait dans le cancer, c'est que la dimension projet, les capacités d'anticipation, eh bien, elles bougent. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que dans le soin, souvent, on affaiblit un peu les capacités d'anticipation. On dit à la personne, non, 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 on verra ça plus tard. Vous inquiétez pas, on verra ça plus tard, on verra la fin des traitements, etc. C'est-à-dire, on a tendance aussi, en plus, à éventuellement avoir un maniement des capacités du passé, présent, futur dans le soin qui peuvent être un peu décapacitants par rapport à cela. Et l'idée, c'est de dire, les gens des bilans de compétences, ils me disent, ah, mais comment je vais faire? J'accueille quelqu'un, je fais comment? Je peut-être pas. J'ai des outils qui sont, par exemple, sur les valeurs, les intérêts, etc., qui posent a priori que nos intérêts et nos valeurs, ça serait les mêmes et nous appartiendraient. Ben non, avec un événement comme le cancer, on a un renversement des valeurs. C'est quoi? C'est carrément philosophique. Les valeurs ne sont plus les mêmes, les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. Donc, du coup, c'était de dire, il faut faire des guides, des outils, des outils pour conduire des entretiens qui vont être le plus sensibles possible. Et comment faire? Ces outils-là, en tout cas les outils de ce centre de bilan de compétences, de ce bilan de compétences, ils auront été validés, co-construits, testés avec les personnes elles-mêmes, avec évidemment des centres de bilan de compétences, des conseillères et des conseillers, mais avec les personnes. Il y a dans l'expérimentation, il y a un groupe patient, il y a un groupe praticien du bilan de compétences. Et ce que disait Evelyne, c'est-à-dire un groupe évidemment d'oncologie, faire que ces gens-là d'habitude se rencontrent jamais. C'est-à-dire chacun travaille en silo. Donc il y a le monde du travail qui dit bon, on va faire comme ça. Donc on a évidemment aussi des DRH, etc. Le monde du bilan de compétences, personne n'était allé les voir au niveau national, international et mondial. On avait regardé leur littérature, on avait vu qu'à partir de 2010, il y avait Savicas, il y avait le live design. Personne n'était allé voir en disant est-ce que ça va être bénéfique pour des personnes concernées par un cancer. Pourquoi ne pas faire des recommandations de bonnes pratiques par rapport à des outils? Pourquoi ne pas saisir le bilan de compétences pour dire aider une personne soit à reprendre l'emploi qu'elle avait avant, soit à modifier les conditions de cet emploi-là, soit à faire autre chose, soit à faire une formation, c'est-à-dire travailler en fait un accompagnement de transition, mais pas à pas, avec la personne et voir ce qui pouvait être fait. Et puis aussi, surtout, parce que ça c'est l'université des patients, c'est notre ADN, les compétences acquises pendant les soins et l'expérience du cancer. Il y en a plein, c'est des nouvelles. Savoir prendre des décisions en période de haute incertitude, savoir prendre des risques, gérer des risques, savoir tout d'un coup gérer des dossiers administratifs, des priorités de soins, savoir maîtriser la complexité des soins, savoir autodiagnostiquer à partir de son propre corps avec des signes d'alerte, etc. Toutes ces compétences-là, pourquoi dans un bilan de compétences, on ne les prendrait pas en compte? Parce que pour l'instant, dans les ouvrages, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour l'instant, les gens disaient, en général, le cancer, on nous dit, t'en parles pas sur ton CV, quoi. Et là, si on fait dans l'autre sens. Donc, c'était aussi ça, c'est-à-dire, c'était faire que les personnes qui bénéficieraient de ce bilan de compétences seraient accompagnées par des personnes d'abord qui auraient été formées, qui connaissent quelque chose, des outils qui auraient été testés, qui auraient été peut-être co-inventés avec des personnes concernés, donc ils seraient sensibles, ils seraient pas violents. On leur dirait pas, écoutez, maintenant votre cancer c'est fini, là, il faut vous booster. Non, toutes ces paroles-là, ça va pas. Donc voilà, l'idée c'est de proposer quelque chose au plus près de l'expérience vécue. Et donc, pour l'instant, nous, c'est le bilan de compétences, toute une équipe, un prototypage, enfin, comme on fait, après tout, on ne donne pas un médicament, on en tester aussi le médicament, donc dire, voilà, ce dispositif de droit commun, ça prend du temps, ça prend des moyens, en tout, une fois qu'on aura fait le prototypage, la validation. Et en plus, ces outils-là, nous, ils seront évidemment gratuits, en open access, etc., c'est-à-dire faire que ce soit des outils d'intérêt public, collectif, et non pas d'intérêt privé et financier. Ça, c'est complètement important. C'est-à-dire faire que ça soit à disposition. Voilà un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais faire ça avec une équipe, etc. Donc, nous allons faire ça, nous allons faire attention
je pense qu'avec ce que va dire Edith, on va voir que là, on peut plus être chacun dans son coin à faire un morceau, quoi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc ça, je peux faire un premier arrêt sur image là-dessus. Faut pas prendre le temps. Répondre aux questions, aller plus loin, etc. Alors, vous aurez vraiment fait changer les choses, professeur Tourette-Turgis, depuis le début. C'est vous qui avez initié les patients partenaires, les bilans de compétences. Effectivement, je lisais sur le chat, beaucoup de gens regrettent cette impression de silo et de dire, voilà, faut qu'on remette tous les acteurs en lien. On a eu beaucoup de demandes de votre adresse qu'on a partagée. Oui, bien sûr. Voilà, vous nous aviez autorisé, notamment sur comment participer à ce bilan de compétences, comment, voilà, et voilà. Si vous pouvez répondre là en live, donc comment se positionner et comment faire partie de ce bilan de compétences. De l'expérimentation. Oui, de l'expérimentation. Oui, il va dire qu'on est intéressé par l'expérimentation et donc on va avoir à tester, je ne sais pas, par exemple un guide d'entretien sur la transition, on va avoir à tester l'activité qui s'appelle valeur et intérêt, faire un projet, on va avoir à tester. Alors on mettra aussi plein d'outils. Par exemple, on a repris des outils sur la peur de la récidive. La peur de la récidive, c'est extrêmement important ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas la peur de la récidive, c'est que la peur de la récidive, en quoi elle est gênante par rapport à se projeter. Parce que si tu as trop peur de la récidive, du coup, tu n'arrives pas à te projeter. Donc, le champ des possibles se réduit. Donc, il y aura des outils d'auto-exploration, d'autodiagnostic, mais pour les personnes directement concernées. On ne va pas forcément obligé de le montrer au conseiller, etc., mais en disant, tiens, j'ai un petit outil là, qui est, je vais pouvoir savoir si j'ai une peur de récidive normale, qui en plus en général est assez montante quand tu vas avoir tes examens que tu dois amener à ta consultation de contrôle ou autre, donc ça c'est évident. Mais avec cet outil-là, je vais pouvoir voir si j'ai une peur de la récidive qui est moyenne ou si j'ai une peur de la récidive qui me parasite trop, c'est-à-dire qui m'empêche vraiment, qui m'empêche de faire des projets, qui fait que ça fait des conflits dans mon couple, parce que moi j'ai du mal à me penser au-delà de, alors je ne sais pas pour la personne, 1 an, 5 ans, 10 ans, le futur je le pense plus comme avant, etc. Bon, quand on fait du bilan de compétences, le bilan de compétences, c'est se penser dans un devenir, sachant qu'il faut rappeler en plus qu'en France, on a le droit à un avenir professionnel tout au long de la vie, et que ça serait intéressant aussi de le faire savoir. On a choisir son avenir professionnel. Ça va être important parce que souvent, on découvre que finalement, même nous, là, si on faisait le test à 124 personnes, la première profession qu'on a choisie, peut-être que c'était juste après l'école, hein. Bon, puis que du coup, on se dit, mais c'est marrant parce que j'ai pris des chemins tout tracés, mais maintenant avec le cancer, ce qui se passe, je me rends compte que j'ai toujours eu envie aussi de faire ceci ou cela. Et souvent, on le voit avec l'Université des patients, ça. Personnes qui disent, j'ai quelque chose d'autre en moi, de vocationnel. J'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et puis finalement, j'avais suivi une voie. On suit des voies sociodémographiques, culturelles, parentales, etc. Donc, je crois que ça, c'est important. Des outils évidemment sur les effets secondaires comme ils viennent d'être présentés, des séquelles, mais en lien avec en quoi ça mobilise mon corps, c'est-à-dire séquelles et capacités fonctionnelles. Celle-là, ça va être pour ce corps-là, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, épaule-bras, douleur du dos, donc essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Ce qu'on a aussi dans la littérature, et ça c'est très important, les aménagements, il ne faut pas les imposer. Il faut que la personne puisse dire elle-même la priorité dans les aménagements. Parce que nous, on a des personnes qui reviennent après qui disent les aménagements qu'ils m'avaient préparés, c'était sûrement gentil de leur part, mais du coup, je me suis sentie tout d'un coup handicapée, machin, c'est pas ça que je voulais. Et puis les aménagements, les plus importants pour moi, c'était pas ceux qu'on avait préparés. Les aménagements, c'était que je puisse avoir 4 fois 15 minutes dans la journée. Parce que ça, c'est fondamental. Les temps de récupération, de pause. Venir plus tôt ou plus tard. Exemple concret. On vient plus tard
parce qu'il y a des embouteillages. Et la personne, elle dit, oui, c'est bien, mais tu sais, je me suis aperçue qu'en fait, en venant plus tard, je rate l'informel, le café, je rate le fait que je suis plus au courant, etc. Donc, c'est vraiment aller au plus près. Aller au plus près de la personne. Et puis, dans les entreprises, c'est de dire, avant de préparer le retour, vous feriez mieux de préparer le départ. Parce que la manière dont on part, une femme qui dit, on m'a pas vu partir, on ne verra pas revenir. On est en open space, etc. Oui, donc déjà, l'accompagnement va commencer avec les collègues. Il y a les collègues, c'est pas interdit d'envoyer des SMS, comment tu vas, etc. Ne pas couper l'informatique, faire que quand il y a des nouvelles qui se passent là où on travaille, bien que ça puisse, qu'on puisse être au courant pour pas faire de gaffe quand on rentre. Il y a plein de choses. Si on réfléchit, c'est quand même des choses très simples, de bon sens, humain, qui fait que ça se passe de telle manière que on rajoute de la souffrance à de la souffrance. Donc je pense qu'il y a la prévention de la désinsertion professionnelle. Le cancer, il faut le rappeler, fait partie des 7 pathologies à risque de désinsertion professionnelle. Donc c'est important. Mais il y a aussi partir des personnes, leur demander ce qu'elles veulent. Tu vas partir, par exemple. Moi, j'ai mis des petites fiches, des petits outils très simples. La personne part. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Moi, j'ai remarqué, tu sais, la cuisinière, tu étais vachement copine avec elle. Tu sais, elle va bien voir que tu es partie. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Et puis, sur le répondeur, il y avait ton nom et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette sur le répondeur? C'est-à-dire, c'est humaniser, rester dans le lien et dire à la personne, voilà. Ça s'appelle, dans le concept, maintenir le sentiment d'appartenance. À partir du moment où on anonymise tout, on dit rien, la personne, elle ne sent plus qu'elle appartient au collectif de travail dans lequel elle était, que ce soit une petite, une grande entreprise, etc. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je fais encore peut-être une petite pause pour les questions. Alors, justement, là, vous étiez en train de parler des collègues, des RH, etc. Est-ce que ce bilan de compétences, il va être à terme partagé avec les entreprises, les managers, parce qu'on a plein de remarques, mais ça, il faudrait le dire à nos managers. Donc, est-ce que vous allez, cette matière, est-ce que vous allez la transférer, la perfuser aussi chez les managers et au sein des RH? Oui, bien sûr, oui. Puis je pense que Edith parlera. Il y a aussi We Care at Work. Il y a d'autres organismes aussi qui travaillent. Nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de validé théoriquement, scientifiquement, académique, et passer 3 ans à créer quelque chose parce que quand on est académique, c'est notre devoir d'avoir lu les 3000 études, d'avoir sorti des choses concrètes, d'avoir fait des outils concrets, maniables, et toujours penser à une chose, l'expertise d'usage. C'est-à-dire, OK, il y a cette étude-là, mais si ça n'arrive pas jusqu'à la personne concernée, donc regardez qui s'occupe de la personne concernée, puis moi je crois de plus en plus que les bilans de compétences, on les fera peut-être dans le parcours de soins. Et il y a des patients de partenaires qui vont se former à faire du bilan de compétences, etc. Je pense qu'il y a une révolution aussi à penser. Et donc, si vraiment on n'y arrive pas, parce que c'est une souffrance aussi pour les soignants. Enfin, moi, je suis dans des consultations de surveillance, c'est une souffrance comme t'as ta patiente qui rentre. Docteur, à quoi ça sert de m'avoir guéri? Je peux plus travailler de mon bar à gauche, je suis concierge, donc je peux plus faire le ménage. Une autre, c'est autre chose. On m'a fait comprendre que, etc. Donc peut-être que finalement, on mettra ça dans les soins de support, puisque dans les soins de support, c'est mis lié à la dimension professionnelle. Peut-être aussi, je vois Evelyne qui se réjouit, on fera tout cela ensemble. C'est-à-dire, on dira, et si on le faisait nous-mêmes? Parce que c'est une souffrance pour tout le monde, pour les patients. Et puis, remettre des gens sur pied et les récupérer en pleurs, moi, ça ne me va pas. Donc, soit on peut bouger la société, soit on peut bouger le monde du travail, soit on ne peut pas. Et si on ne peut pas, maintenant qu'on sait que c'est grave, eh bien, il faudra prendre des décisions.
Et il y a aussi les associations, elles font beaucoup de choses. Beaucoup d'associations qui font partie de l'expérimentation expliquent comment elles aussi, elles font tout un travail de préparation au retour au travail, plein de choses. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Edith Desmarais qui va sûrement répondre à de nombreuses questions qu'on s'est posées. Donc, Edith, c'est à vous. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette vos slides? Oui, je veux bien, merci. Alors, merci à tous les intervenants, c'était super intéressant. Alors moi, je vais arriver avec une approche un peu plus concrète de terrain et parler de mon vécu aussi. Donc moi, je suis donc Edith Desmarais, donc patiente engagée pour le groupe hospitalier APHP Paris Seine-Saint-Denis. Je suis illustratrice dans le milieu de la santé et j'ai par ailleurs donc mené une expérimentation de 18 mois avec l'équipe de l'Institut Curie, donc avec Evelyne Renaud-Tessier. Donc pour travailler sur la thématique cancer et travail. Donc je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et donc moi donc c'est suite à un cancer du sein que j'ai effectué un virage à 360 degrés dans mon parcours professionnel parce que avant je travaillais dans la mode, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Alors hop. Donc, alors là, ma présentation est largement illustrée parce que bon, vous l'avez compris, c'est mon métier. Donc, alors, je vous ai mis cette illustration là parce que voilà, les strass et les paillettes, ça faisait partie de ma vie. Et au moment de l'annonce, tout est devenu noir. Et je précise pas rose parce que on est en plein octobre rose, on voit du rose partout à toutes les sauces. Et moi, enfin, ça a été un parcours très difficile. Enfin, comme toutes les femmes et les hommes aussi qui vivent un cancer. Et donc, ensuite, donc après l'annonce, je me suis rendu compte que la maladie avait un impact qui allait bien au-delà de la santé. Donc il y a un impact psychologique, donc sur l'image de soi, la confiance en soi, une perte d'autonomie, le regard des autres sur soi, le vécu avec la maladie, l'angoisse, le stress, dépression. On est handicapé, on devient handicapé, ça c'est dur à entendre. Hein. Il y a un impact social et familial, la modification des habitudes de vie, les comportements de santé, le rythme de vie n'est plus du tout le même. On va prendre des médicaments tous les jours et pour très longtemps, voire à vie pour certaines personnes. Donc, il y a les relations de couple qui changent, les loisirs. Donc, il y a souvent des partenaires qui partent, et il y a aussi un impact financier. Donc une baisse importante de revenus. Moi, quand j'ai perdu mon travail, mes revenus ont baissé de moitié. Et j'ai eu par ailleurs pendant 3 mois, j'ai pas eu du tout de salaire. Donc en fait, il faut pouvoir s'organiser en fait. Donc il y a certains médicaments qui sont pas remboursés. On parle de médicaments dits de confort voilà les déplacements et tout ça. Et il y a aussi un impact professionnel, les arrêts de travail, les consultations quand on est hospitalisé, on fait des arrêts maladie. Donc et il faut aussi aménager son poste de travail quand on revient. Il y a le reclassement et l'évolution professionnelle dans tout ça. Moi j'étais styliste et j'avais de grandes ambitions et tout ça. Et ben là tout a changé. Donc, ma reprise professionnelle, elle s'est faite après 6 mois d'arrêt. C'est rapide. J'étais toujours en cours de chimiothérapie. Donc, pour moi, tous les mercredis, c'était chimiothérapie. J'ai pas eu d'aménagement de travail parce qu'à l'époque, j'étais intérimaire. Donc, je travaillais chez Chanel et en fait, ils savaient pas comment faire. En fait, pour eux, voilà, j'étais intérimaire. J'étais là pour une surcharge de travail. Donc, même si j'étais là je travaillais pour eux depuis 7 ans. Donc, mais voilà, il y avait beaucoup de travail. Il fallait que j'avance. Et en fait, mon aménagement de travail, ça a été travailler que 4 jours. Et le jour où je m'absentais pour faire ma chimiothérapie, il fallait que je récupère mes heures les autres jours. Donc, c'est-à-dire pas d'aménagement de travail. Et le premier jour que je suis arrivée au travail, j'avais très, très peur de pas y arriver parce que j'avais un brouillard cognitif. Et quand c'est couplé au stress, c'est vraiment, ça décuple tout. Et je savais même plus où était mon poste de travail, je savais même plus où se trouvaient les toilettes, je savais pas si j'allais pouvoir y arriver. J'avais peur aussi du regard des gens. Vous imaginez, je travaillais dans la mode et donc tout le monde me regardait de la tête aux pieds. Et moi, j'avais mon turban sur la tête, j'étais chauve, j'avais peur que ça tombe et tout. Et donc, mais
pour autant, en fait, et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai gardé un lien avec une collègue qui m'a régulièrement tenue au courant de ce qui se passait au travail, les changements qui se passaient et tout ça. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très, très important. Et en fait, quand j'ai voulu reprendre le travail, elle m'a demandé mon avis. Elle m'a proposé d'organiser un petit déjeuner d'équipe pour mon retour. Ce que j'ai accepté. Et en fait, quand j'ai repris le travail, tout le monde m'a vue telle que j'étais. Donc, plus de cheveux et tout ça. Et donc, ils m'ont posé des questions et tout. Et puis, et en fait, ça a dédramatisé ce retour au travail. Et je dois dire, avec le recul, même si je trouvais ça difficile de reprendre, en fait, ça m'a aidé à me projeter dans mon parcours de rétablissement. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai repris le travail, je savais qu'il y avait un défilé de mode à préparer. Il était il était le lendemain de ma dernière chimio. Et en fait, ça m'a aidé à me projeter. Je me suis dit, ouais, trop bien. Et en fait, j'y allais à fond. Alors, ensuite, je passe sur l'expérimentation que j'ai fait à l'Institut Curie. Donc, et en fait, j'ai eu l'occasion de co-animer des ateliers pour les patients, donc les mercredis de l'emploi, dont Evelyne parlait tout à l'heure. C'est une sorte de café, café pour les patients. Donc, c'était co-animé avec une assistante sociale. Et en fait, ce qui était super de ces ateliers, c'est que il y avait à la fois donc une assistante sociale pour parler de tout ce qui était des approches concrètes, tout ce qui est RQTH, invalidité et tout ça. Et moi, la vie avec la maladie en tant que patient partenaire. Donc, et en fait, ce qui était intéressant aussi dans tout ça, c'est que c'était en dehors d'un bureau. Parce qu'en fait, ce que je remarque, c'est que déjà dans les patients qui venaient aux ateliers, il y avait beaucoup de RH, beaucoup de cadres qui avaient besoin d'être rassurés. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup n'osent pas passer la porte de l'assistante sociale. Et en fait, les cadres, ils ont un mode de vie qui sont, un crédit à payer, pour un crédit immobilier, une voiture et tout ça. Ils ont un train de vie important. Et en fait, ils n'ont jamais eu besoin d'aide. Et là, une fois malade, c'est super dur de passer le cap de prendre rendez-vous avec une assistante sociale. Même moi, je l'ai pas fait. Par contre, je dois dire que les 18 mois passés à l'Institut Curie m'ont profité parce que j'ai pu demander tous les conseils que je voulais. Donc, dans le cadre de cette expérimentation, donc on a fait une brochure donc une brochure qui a deux fonctions. Donc, sécuriser sa situation et proposer des coachings ciblés pour envisager sa reprise. Alors, je précise que dans cette brochure, il n'y a pas uniquement des dispositifs propres à l'Institut Curie, mais on présente aussi des associations qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, alors, la brochure, elle est constituée dans une première partie avec les démarches au moment du diagnostic, pendant l'arrêt de travail, quoi faire, quoi mettre en place et préparer et anticiper sa reprise. Donc, si vous voulez la télécharger, elle est sur le site de l'Institut Curie. Hop. Alors, préparer la reprise. Alors, moi, ce que je recommande vivement, comme je disais tout à l'heure, c'est de garder le lien avec l'entreprise. Il y a des actions collectives, donc comme les ateliers d'éducation thérapeutique du patient que propose l'Institut Curie et aussi, et de plus en plus d'autres hôpitaux. À la PHP, ils commencent à avoir aussi des choses qui se mettent en place, notamment à l'Hôtel Dieu. Alors, pour réfléchir, donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble, de reprendre confiance et il y a aussi l'idée d'intégrer des groupes de parole pour échanger avec d'autres patients. Il y a les mercredis de l'emploi, donc je vous ai parlé. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de faire. Ce sont les job meetings de Cancer at Work. C'est pas très engageant. En fait, c'est juste 3 matinées et on peut échanger avec des professionnels et après ils nous font un retour sur notre présentation et c'est vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on se demande toujours est-ce qu'il faut en parler ou pas que j'ai eu en cancer. En ce qui me concerne, j'ai pris le parti pris de l'assumer. Alors, sinon, il y a les soins de support, donc pour soulager les symptômes qui sont importants. La visite de pré-reprise et si besoin, un rendez-vous de liaison avec son manager. Donc, en fait, la visite de pré-reprise, c'est vrai que là, il faut l'organiser avec le médecin du travail. Et moi, je vous recommande de pas tarder à le faire parce que quelquefois, il y a beaucoup d'attentes pour avoir un rendez-vous. Donc, des fois, quand je recevais des patients, en fait, il y en avait qui me disaient, je reprends dans un mois, je reprends encore rendez-vous avec le médecin du travail.
c'est un peu juste. Donc en fait, quand vous savez que votre arrêt de travail se termine dans 5 mois à peu près, ben là vous commencez à prendre contact avec vos collègues, avec le médecin du travail et tout ça. Donc ensuite, il y a les assistants sociaux de la CRAMIF et de l'hôpital qui peuvent vraiment vous aider. Donc, la CRAMIF, ils sont missionnés pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Alors, en province, ça s'appelle la CARSAT. Donc, vous pouvez les joindre au numéro unique qui est 3646. C'est le numéro de la sécurité sociale. Et vous tombez sur une personne qui va vous recommander, enfin, vous mettre en relation avec des assistants sociaux qui pourront vous aider. Donc, ils proposent aussi des ateliers de retour pour aider au retour à l'emploi. Il y a la RQTH que je vais vous parler un petit peu dans une autre slide. Donc, qui peut être vraiment une clé pour ouvrir des portes. Et ça, moi, j'ai mis 3 ans avant de la demander et franchement, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors, la RQTH, donc c'est reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, ça permet d'accéder à un ensemble de mesures mises en place pour favoriser le maintien ou l'accès à un nouvel emploi. Moi, j'ai pu bénéficier donc notamment par l'AGFIP parce qu'en fait, quand on a une RQTH, on peut être mis en relation avec l'AGFIP qui peuvent aménager notre poste de travail si on le souhaite et comment on souhaite l'avoir. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais en partie salariée, donc parce que je suis à mi-temps salariée et je suis aussi auto-entrepreneur sur mon deuxième mi-temps. Donc, en fait, il y a une personne de l'AGFIP qui est venue chez moi pour voir mon espace de travail, pour voir comment on peut l'aménager. Et j'ai une super chaise ergonomique, j'ai eu tout un matériel qui est adapté à ma condition. Donc, alors, c'est pour qui? Donc, c'est pour toute personne qui a une altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, comment y avoir accès? Il faut déposer un dossier à la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Et ça, je vous recommande vivement de le faire encore avec une assistante sociale parce que c'est assez laborieux à faire, mais c'est très important de le faire. Et bon à savoir, donc il y a, si on passe par le médecin du travail, il y a une procédure en accéléré qui existe et on peut l'avoir en 1 mois à peu près, si on passe par le médecin du travail, alors que moi, par exemple, je suis pas passée par le médecin du travail, j'ai tout fait n'importe comment, alors j'ai mis 1 an à l'avoir. Donc, disons à peu près 10 mois, 10-12 mois. Alors, ensuite, là. Donc, il y a l'invalidité. Donc, la pension d'invalidité, c'est un revenu de remplacement qui est accordé à titre temporaire, alors ça c'est quelque chose que moi j'ai obtenu récemment j'ai mis beaucoup de temps aussi à en faire la demande et franchement pareil quand j'ai vu le médecin conseil de la sécurité sociale, il m'a dit mais pourquoi vous n'avez pas fait la demande avant? Parce que j'étais tellement fatiguée, à un degré d'épuisement après cette opération de reconstruction et tout ça que voilà j'en avais vraiment besoin et ça la CRAMIF peuvent réellement vous aider avec ça. Donc je rappelle le numéro 3646. Donc, comment y avoir accès? Donc, c'est via la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, et après validation du médecin conseil de la sécurité sociale. Alors, bon à savoir, donc, avec l'invalidité, il est possible de partir à l'âge légal de la retraite à taux plein et certaines prévoyances complètent le revenu. Donc, j'ai presque terminé. Donc, voilà quelques associations qui m'ont aidé. Donc, les Job Meetings Cancer at Work. Donc, vous avez un lien pour consulter l'agenda. We Care at Work propose par ailleurs un bilan de compétences qui est payant, mais qui est certifié Calliope. Il propose aussi des ateliers, enfin des formations pour les professionnels pour les professionnels parce qu'ils ont alors Cancer at Work fait partie aussi de We Care at Work, c'est les mêmes personnes qui ont créé et donc ils ont un club entreprise qu'ils forment petit à petit. Hein, ils ont pas mal d'entreprises qui font partie de leur réseau et donc ensuite il y a les ateliers d'ETP de l'Institut Curie qui sont très très bien. Il y a Rosop qui propose tout un programme cancer et travail avec des coachs qui sont adaptés à votre situation. Et ça se fait en ligne ou en présentiel. La Ligue contre le cancer est très très bien aussi. L'ANIAC propose un accompagnement long aussi.
Et pour les indépendants, il y a CARE, la fédération CARE, qui peuvent vous aider. Si vous êtes tout type, ils peuvent aider tout type de professionnels, tout type d'entrepreneurs. Et donc, je rappelle la CRAMIF. Et voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Hop. Mon micro était fermé. Merci beaucoup, Edith. On a beaucoup de questions. C'était très pratique. C'était vraiment super. Alors, je rappelle, il y a beaucoup de questions d'ordre juridique, de démarches administratives, etc. Il y a une association avec laquelle vous pouvez prendre attache, qui est Juriste Santé et qui répond à beaucoup de vos questions. Je vous mets le lien là sur le chat. Alors sinon, pour le docteur Renaud Tessier, j'ai une question par rapport aux soins oncologiques de support. Quand qu'on a repris le travail, les soins oncologiques de support, peuvent être nombreux et prendre de la place. Comment on fait pour gérer cela par rapport à son agenda, par rapport à son travail, etc. Oui, là encore, ça demande beaucoup d'abord d'avoir une flexibilité, une souplesse justement dans le monde du travail. Et puis, c'est aussi la recherche de chercher les soins de support de proximité. Donc, tout ne se fait pas sur le centre et des fois, c'est pas toujours bienvenu non plus. C'est des fois difficile. Le centre peut être un peu loin, le centre de traitement du cancer. Donc, c'est aussi de chercher à articuler sur des ressources en proximité, notamment en s'appuyant sur les dispositifs d'appui à la coordination qui sont sectorisés maintenant, qui sont territorialisés et qui vont avoir des dispositifs de soutien, des dispositifs d'activité physique adaptée. Souvent, ça peut être des éléments. Après, si on monte 10 escaliers par semaine, on n'a pas besoin d'aller faire autre chose. Mais voilà, c'est l'idée, là encore, de faire du sur-mesure, de se coordonner avec une stratégie en fait évolutive et de trouver une flexibilité avec l'employeur et d'avoir des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Si c'est mieux reprendre les transports en commun parce qu'on avait peur d'être bousculé, est-ce que c'est mieux travailler la rééducation cognitive avec des applis. Il y a aussi pas mal de propositions qui peuvent être en visio. Je pense effectivement à une appli qu'on propose, pas une appli, une rééducation en visio qu'on propose qui s'appelle Oncogite, qui est vraiment utile et qui est peu onéreuse parce que là aussi il y a un enjeu de service public. Donc voilà, c'est l'idée d'abord de faire un projet, un plan avec des objectifs atteignable. Retrouver la vie d'avant, c'est compliqué comme objectif. C'est vraiment pas à pas. Qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on veut obtenir et de mettre en œuvre les soins adaptés, les organisations adaptées en cherchant aussi des recours en proximité articulés avec la flexibilité possible sur le milieu du travail. Merci. Alors, Edith, on a des questions par rapport à la relation salarié manager. Il y a une des personnes qui, sur les questions, disait moi, j'ai trouvé la solution, j'en ai pas parlé à mon manager, j'en ai pas parlé à mon entreprise. Donc voilà, quel est votre point de vue là-dessus, puisque au travers de cet accompagnement, vous avez rencontré de nombreuses patientes. Donc voilà. Et je sais que vous avez travaillé avec Cancer Patchwork WeCare. Et par rapport justement à l'acculturation de ces managers ou de ces entreprises qui connaissent pas ou qui sont pas bienveillantes ou voilà, et puis on connaît pas forcément, est-ce que vous conseilleriez de se renseigner auprès de Cancer at Work ou d'autres associations? Comment on peut faire pour acculturer justement ces managers? Alors oui, donc alors en ce qui me concerne, j'en ai pas parlé à mes managers parce que j'étais intérimaire et j'avais très très peur de perdre mon travail parce que une fois on m'avait dit ma manager m'avait dit si ça va pas avec les intérimaires, on change d'intérimaire. Alors là, ça m'a vraiment stressée et donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Néanmoins, j'ai regretté plus tard de ne pas en avoir parlé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de collègues qui étaient concernés par la maladie de près ou de loin
et ils ont été très très bien avec moi. Donc au niveau des patients que j'ai rencontrés, les RH que j'ai rencontrés, donc il y a de tout en fait. Il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent pas. C'est vraiment en fonction du feeling que vous avez. Et moi, ce que je recommande, c'est pas de pas en parler à chaud, parce qu'en fait, le milieu professionnel, c'est pas même si on a des bonnes relations avec les collègues, c'est pas des copains ou des copines. Hein. Donc, si on vient d'avoir un diagnostic très grave, faut pas genre dire je vais mourir et tout. Enfin, faut pas dire, exposer trop notre peur, parce que après ça peut être se retourner contre nous aussi. Donc, alors comment acculturer? Donc, comme je disais tout à l'heure, Cancer at Work. Donc, ils ont un club entreprise qui est vraiment très important. Petit à petit, donc ça grossit et c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Alors, ils ont une ligne ouverte qui s'appelle Alex. Allô, Alex. Allô, Alex, voilà, c'est ça, merci. Et donc, je vous recommande d'appeler parce que si jamais vous avez un problème, ils peuvent vous conseiller et voir qu'est-ce qui est envisageable de faire avec en fonction de votre problématique. Mais eux, alors, Cancer at Work ou Care at Work, ils sont vraiment pour les salariés, donc pour les entreprises et non pas pour les entrepreneurs, les fonctionnaires et tout ça. Merci. Alors, pour les indépendants, il y a les fédérations CARE, j'avais mis dans le fil tout en début. Alors, ça, c'est le point de vue du patient. Merci beaucoup. D'un point de vue plus médecin, docteur Tessier, ou même chercheuse, professeur Tourette-Turgis, est-ce que vous conseillez-vous de le dire, de faire comme on le sent? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, moi, sur mon point de vue, par rapport à la clinique, de ce que je vois, je pense qu'effectivement, je pense que le cacher, ne rien dire, risque de ne pas favoriser justement le dialogue et l'adaptation nécessaire. Après, c'est comment, à quel moment, ça c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est nous, moi, je conseille plutôt de trouver le moyen de rester en lien avec ces mots, de passer par le médecin du travail, qui est quand même un bon interlocuteur, qui connaît aussi le milieu du travail, qui peut. Alors, c'est pas toujours vrai, c'est vrai qu'il y a toujours, ça reste des généralités, et il y a des médecins du travail à qui ça se passe pas bien, mais c'est quand même des interlocuteurs. Donc moi, je conseille d'en parler à sa mesure, avec le rythme qu'on veut, avec ses mots et dans le cadre qu'on peut choisir. On a quand même le rendez-vous de liaison qui est à la main de la personne. Il y a des choses qui peuvent être sollicitées par soi-même, quoi. Donc moi, je conseille d'en parler. Ça dépend du degré de stigmatisation. C'est vrai aussi. Donc, il y a des milieux professionnels qui sont plus discriminants et plus stigmatisants que d'autres. Donc là, c'est plutôt recherche en sciences humaines et sociales. Et puis, moi, je suis quand même un peu triste, quoi, parce que dans les années 80, 90, 2000, on accompagnait le coming out dans le sida. Est-ce que tu dois dire que tu as le sida? Est-ce que tu dois dire que tu es homosexuel? Maintenant, c'est ce que tu dois dire que tu as le cancer. Enfin, on n'en sort pas. Qu'est-ce que c'est que cette société? On est obligé de réfléchir si on doit dire une vérité, un drame. Donc, à part accompagner la personne et moi, dans les bilans de compétences, puisqu'elles auront ça à régler, je leur ai ressorti des outils de coming out, sida, homosexuel, parce qu'un coming out, il y a un outil qui est, si j'en parle à un tel, je dois imaginer comment il va réagir. Je dois imaginer s'il me dit ça, qu'est-ce que je vais répondre, de manière à maintenir mon sentiment et ma dignité, ma fierté d'être au monde. Donc moi je dis, sans accompagnement, c'est risqué. D'ailleurs, il y a une femme, elle disait, une entreprise, parce que moi aussi je fais du terrain. Pour le premier, je l'ai dit, alors le deuxième cancer, je n'en ai pas parlé, hein. Je pense qu'on est. Je pense que c'est pas normal, quoi, qu'on soit obligé de réfléchir à ça. C'est plutôt à la société de réfléchir pourquoi elle est dans un modèle validiste. Pourquoi il y a 20 millions de malades chroniques, 10 millions d'âge de travailler, pourquoi on en est encore là?
Pourquoi cette société-là, dès que la valeur dominante, c'est le validisme, c'est-à-dire c'est être en bonne santé. Moi, ça fait quand même 40 ans que je travaille avec des malades, que je piquerai ma colère jusqu'à la mort, parce que c'est pas normal que ça soit à des personnes qui sont exposées, qui doivent en plus traiter la question de « oh, faut que je réfléchisse à qui je dis pas ». Enfin, on en est où, là? C'est la violence, c'est une violence sociale. Si vous m'interrogez sur sciences humaines et sociales, voilà, ce sont des exemples de relations de domination, dominant-dominé, et donc de mettre des populations entières dans des situations d'être à se cacher, à réfléchir, ça ne va dire pas, sans voir que tout ça, ça a un coût. C'est un sacré coup quand même de savoir si on doit dire. Je me souviens, moi, avoir fait en éducation thérapeutique des jeux de rôle. J'ai une CEP, je suis jeune, je fais mythique, parce qu'à l'époque c'était mythique, maintenant ça serait Tinder. Je me prépare à savoir si je dis ou pas avant la première rencontre, avant le premier rapport sexuel, que j'ai une sclérose en plaques. Et on a l'impression que voilà, ça fait des années qu'on en est toujours là. Non, mais je veux quand même souligner que c'est important aussi quand même, on n'est pas obligé de tout dire, mais parce que si on demande de l'adaptation, il va bien falloir dire quelque chose à un moment donné. Ou alors on peut déjà commencer par adopter, oui, très bien, et adapter, faire que le droit d'être en situation d'une transition sanitaire, d'un coup, pas de coup de bol dans la santé, que ça soit géré autrement. C'est ça, on est d'accord pour penser qu'il faut des dispositifs, s'appuyer sur les dispositifs handicap des entreprises et travailler effectivement sur l'acceptation de ce parcours chaotique et que effectivement ça ne repose pas que sur la personne, ça on est d'accord. J'aimerais rebondir sur ce que dit Evelyne justement, parce que si on veut avoir un aménagement d'horaire ou de poste matériel, enfin au niveau du matériel, il faut en parler. Donc, alors, j'aimerais vous dire que vous rappelez que le médecin du travail, il ne sait uniquement que ce que vous voulez bien lui dire. Donc, il n'a pas accès à votre dossier médical. Donc, si vous voulez avoir un aménagement ou la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc il faut en parler au médecin du travail. Et je sais que, enfin, ils ont souvent ils sont souvent vus comme une espèce d'agent double parce qu'ils sont missionnés par les employeurs, mais en fait, normalement, ils doivent être impartials. Donc, voilà. C'était un point important, effectivement. Merci beaucoup, Edith. Alors, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. En tout cas, on a donné pas mal de ressources pour que, voilà, si vous avez d'autres questions qui arrivent dans les prochains jours, vous puissiez vous tourner vers les personnes compétentes. Professeur Anne Vincent Salomon, est-ce que vous voulez dire un petit mot ? Oui, merci. Bon, le débat était absolument passionnant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses, mais on constate qu'il y a donc encore beaucoup de progrès à faire, que les initiatives portées par le docteur Renaud Tessier, par le professeur Tourette Turgis, par Edith Desmarais sont formidables. Il n'y a aucun doute. Et il faut que l'ampleur qu'il puisse y avoir des relais et qu'il puisse y avoir encore d'autres recherches. Et surtout, je dirais que autant que possible, il y ait un impact sur les décideurs. Et donc, que l'Institut des cancers des femmes, on veut aussi essayer de faire porter la voix de ces recherches qui sont indispensables. Là, l'État nous a labellisés, l'État nous a donné des moyens, à nous de les utiliser pour porter au mieux les besoins. Et comme Catherine, vous l'avez rappelé, il y a en France énormément de personnes qui travaillent et qui font face à une maladie chronique. Donc finalement, ça dépasse même le cadre des cancers des femmes. Bon, mais là, nous, il se trouve que c'est notre domaine d'expertise. Donc déjà, il y a beaucoup à faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les initiatives qui ont été présentées ce soir, on va essayer de les porter plus loin, de les accompagner
Le bilan de compétences de Catherine Tourette-Turgis verra sa place aussi dans ce qu'on va appeler le Women's Living Lab, qui a été conçu par Isabelle Fromentin, qui sera un lieu d'accueil des patientes d'abord à Paris, puis à Saint-Cloud, à l'Institut Curie. Mais on espère que ça va donner l'idée à d'autres. Puis on sait que nos collègues de Gustave Roussy ont plein d'idées, mettent en place plein d'actions. Donc en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les centres de lutte contre le cancer, on est des hôpitaux à but non lucratif et qui sommes là pour travailler à diffuser des bonnes pratiques, mettre en œuvre des projets de recherche et faire progresser la connaissance et au bénéfice des personnes atteintes de maladies. Et puis qu'on espère faire changer les mentalités. Donc déjà, d'en parler, donc bravo Oriane, bravo Anne, d'organiser ce type de webinaire, c'est super important. Il y a plein de questions, plein de commentaires, plein de vécus qui sont partagés, plein de voilà dans le chat. On voit bien que notre société, à un moment où on voudrait nous faire croire qu'elle est fragmentée, violente, etc., je pense qu'il y a surtout beaucoup de très belles initiatives et qu'il faut essayer de faire en sorte que nos services publics, autant que possible, relayent, donnent l'exemple et puissent persister. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je me permets de dire, il faut que toutes ces actions soient pérennisées. Exactement. Parce que, et pour sortir justement de l'appel à projet. Absolument, absolument. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis pérenniser et multiplier. Parce que, bon, là, nous, il se trouve qu'on est géolocalisé dans une grande ville, à Paris, mais on sait à quel point le tissu des réseaux d'associations sont fantastiques sur tout le territoire. Mais après, il faut que les établissements de santé où vont les personnes qui nous écoutent puissent avoir accès à ce soutien. Merci beaucoup. Docteur Renaud Tessier, est-ce que vous voulez dire un petit mot pour… Ben oui, on est toujours en progression. On voit que des choses progressent encore insuffisamment. On apprend de nos patients aussi. On apprend avec eux à se mettre en lien et à essayer d'être dans un peu dans ce fer de lance. Merci beaucoup aussi Anne pour ces mots-là et puis Catherine évidemment, Edith, tout ça nous porte ensemble. Et donc l'idée c'est vraiment de réfléchir à ce que la maladie du cancer ne soit pas seulement ne participe en tout cas moins dans cette désinsertion, dans cet impact de la vie professionnelle plus largement, mais aujourd'hui c'était la vie professionnelle dont on parlait. Donc oui, on a envie de continuer avec ce dispositif du Living Lab, de l'Institut Santé des Femmes, de mettre aussi les entreprises autour de la table avec nous. Donc il y a des choses qui émergent et on veut vraiment transformer l'essai. Merci beaucoup. Professeur Tourette-Turgis, un petit mot de la fin. Prendre soin mutuel, poser la vulnérabilité comme une ressource, partir de la personne. La personne n'est pas le problème, elle est la solution. Des choses très simples, en fait, et très difficiles à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Anne, alors tu étais notre hôte ce soir. On va te laisser le mot de la fin. Merci Oriane et surtout merci à toutes. Moi, il y avait beaucoup d'énergie et de bienveillance dans ce webinaire. Et je trouve que la sororité est importante pour toutes ces femmes qui luttent contre un cancer du sein tous les jours. Et on l'a vu, il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Je crois qu'on a répondu à beaucoup de choses. Donc, merci pour cette énergie. Ce que je voudrais dire par rapport au monde de l'entreprise, alors certes, on est loin de la perfection, mais à titre d'organisatrice de courses, donc Odyssea, en 22 ans, on s'est aperçu que l'entreprise est passée de 1% de participants à 60% de nos participants. Ce qui veut dire quoi? Qu'en entreprise, non seulement on a envie de mobiliser les hommes, les femmes, ses collaborateurs sur des événements comme ça pour créer un sentiment d'appartenance et de fédérer les gens autour de la cause, mais aussi on peut lever des tabous, en parler et donc commencer à de plus en plus souvent inclure le cancer au travail, en parler, accompagner les femmes. Alors certes, ce n'est pas généralisé, c'est certes ce qu'ont évoqué nos auditeurs, plus difficile d'en parler dans une
petite entreprise à son patron que dans des grosses entreprises où des systèmes sont un peu plus, j'allais dire, inclusifs. Mais en tout cas, l'entreprise s'intéresse de plus en plus à ces thématiques, sait qu'il faut accompagner ses collaborateurs. Et donc, toutes ces initiatives qui sont portées par toutes ces femmes autour de nous sont inspirantes et vont dans le bon sens. Et on n'oubliera pas de faire un emailing à tous les RH de France pour leur suggérer toutes ces actions et de les multiplier partout en région. En tout cas, merci à toutes. C'était vraiment intéressant et formidable et très énergisant en fait. Voilà. Merci. On va envoyer un mailing à tous les RH avec le replay. Voilà, vous pourrez leur dire la semaine prochaine. Non, en tout cas, merci à toutes, mesdames. Vraiment, quelle énergie. Professeur Salomon, vraiment, vous portez un projet d'IHU qui est plein d'espoir, d'énergie, de projet. C'est fantastique. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et tous une excellente soirée. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt, merci.